Flânerie sonore, une série de podcasts imaginés par Lecture Plurielle. Des écrivains vous invitent à parcourir autrement Chambéry. Écoutez leurs textes inédits et déambulez à votre rythme. Où que ce soit, il s'agit toujours de voir, de nos yeux voir. Montant à l'Éminck, nous admirons les beautés du monde en général et de la Savoie en particulier. Nous devinons comment une colline peut être à la fois une ondulation et un escarpement. Pourquoi ce spécimen de calcaire jurassique a été habité depuis le néolithique et pourquoi on y a retrouvé les vestiges d'un temple dédié à Mercure, le protecteur des routes des Alpes. Dès le presbytère, nous percevons combien les pins noirs et les cèdres donnent de l'ombre au vieux cimetière attenant à l'église. On dit que le site aurait eu une vocation funéraire. C'est une hypothèse. Il n'empêche que le ciel au-dessus est léger. Nous sommes en 1768, une année d'errance et d'émeutes. Le monde entier m'en veut à moi, Jean-Jacques Rousseau, menacé de prison pour avoir écrit un traité d'éducation. Mon livre condamné à être lacéré et brûlé. Je reviens ici, à Chambéry, pour y retrouver autant que faire se peut l'allégresse des temps anciens, de ce que j'ai nommé un bonheur pur et plein, grâce aux bontés dispensées par Madame de Warens. J'y reviens, même si la dernière fois où je l'ai vue, elle m'est apparue vieillie et déchue, au point de me demander « Est-ce bien Madame de Warens, jadis si brillante ?» Joseph-François de Conzier, le propriétaire des Charmettes, et moi, nous montons à pied vers l'église dont le clocher crépi de ciment rouge se voit de loin. Je vais d'un bon pas, entraîné par la puissance de la rêverie et par mes promenades de ce mois de juillet. D'abord, sur la rive droite de l'Isère, dans le Grésivaudan, enchanté comme le roi Louis XII de retour d'Italie, qui avait bien raison de dire que c'était le plus beau jardin de son royaume. Puis vers le village d'Herbé, idéal pour herboriser, où j'ai cherché une maison pour la tranquillité de mes vieux jours, même si l'idéal supérieur serait d'en trouver une en Savoie. Cet après-midi, je suis donc venu me rendre sur la tombe de Madame de Warens. Conzier ouvre la grille, nous gravissons les quelques marches. Je me recueille enfin, nu-tête, devant une pierre simple, où on ne lit que son nom, bordé d'un humble parterre de fleurs sauvages que je n'ose pas toucher. Il y a 6 ans, jour pour jour, qu'elle est morte, à 10 heures du soir, dans son modeste logis du faubourg Nézin, morte dans un tel dénuement qu'il avait fallu avancer les frais de son enterrement. La crypte est en fait semi-enterrée, sans doute pour compenser la pente du terrain. De l'église, on doit descendre une petite dizaine de marches irrégulières, tant en hauteur qu'en largeur, et j'ai manqué de trébucher. La première chose que j'ai vue, ou revue, c'est l'oculus de la Fenestella. Jadis, l'accès qui y conduisait a été muré. La nef de la crypte n'est pas immense, à peu près 25 mètres, mais on éprouve un sentiment d'immensité. Je me souviens m'être tenu ici avec Madame de Warens. Je me souviens des fleurs de sa robe en soie et du mouchoir qu'elle dissimulait dans son décolleté. Je regarde la rotonde qu'on appelle parfois Tholos. Est-ce un baptistère ou bien un martyrium ? A-t-elle une fonction baptismale ou funéraire ? Étrangement, personne ne sait le dire. Dans un cas, c'est l'entrée dans la vie, dans l'autre, la sortie. S'il s'agit d'un martyrium, les reliques ont disparu. S'il s'agit d'un baptistère, il serait petit, étroit, peu profond, comme un pédiluve ou le bord du Jourdain. Il ne compterait que 6 colonnes au lieu des 8 traditionnelles. En tout cas, il aurait suffi à mon propre baptême, expédié en 10 minutes pour mes 16 ans, à Turin.
La rotonde est entourée d'un déambulatoire, mais je préfère m'asseoir sur une longue pierre qui constitue une espèce de banquette, moins haute que la chaise de paille esquissée sur mon portrait par Quentin de la Tour, dont s'est moqué mon meilleur ennemi, Diderot. Assis, je remonte sur mes genoux les plis de mon cafetan, qui m'aura été plus utile l'hiver dernier quand les fleuves ont gelé que cet été. Mais je peux toujours y ranger les sondes dont j'ai besoin pour vider ma vessie. Cet habit m'a valu d'être pris pour un espion. On prenait bien Madame de Warens pour une espionne. Alors nous serions un peu, a fortiori dans la crypte, les espions des dieux, oui, comme dans le Roi Lear, afin d'approcher doucement du mystère des choses. Assis, je recompte les colonnes en molasse et je détaille les chapiteaux sculptés. Je discerne des restes de plusieurs couleurs. Beaucoup de feuilles d'acanthe et de fleurettes à 6 pétales bonnes pour un herbier. 6 pétales, 6 colonnes, tout se tient. Cette arithmétique ne résout pas pour autant l'énigme de la clé de voûte. Quel pendentif y était attaché? Une colombe forcément blanche qui va bien pour le baptême. Ou une lampe à huile votive pleine de résine ou d'olive qui va bien pour des funérailles. Sans me lever, car à mon âge entré depuis un mois dans ma 57e année, on mesure les efforts, sans me lever, je compare les 3 vaisseaux de la nef voûtés en berceau. Au centre, on découvre les peintures que représentent des sibylles et des prophètes, dont la référence à la Vierge Marie ne fait guère de doute. Elle daterait de l'époque de François Ier, exécutée par un artiste savoyard, ou par un de ces peintres italiens qui ont traversé les Alpes sur un âne, avec leurs pinceaux. Entre elles, des banderoles flottent, des rubans de mots volent, mais cet écho de rubans volés m'évoque une autre histoire qui m'accable et que j'aurais voulu oublier. Au fond de la nef, l'abside est parfaitement proportionnée. C'est là qu'il faudrait porter la mise au tombeau que nous avons admirée ce matin à la commanderie des Antonins. Où serait-elle le mieux située? Devant le mur, sous la fenêtre, pour l'éclairer, ou tout au fond, face à la rotonde? Elle est en pierre calcaire blanc, au grain serré, polychromée, plusieurs fois repeinte, grandeur nature, et même un peu plus que nature. Magnifique. La mise au tombeau regroupe donc la déposition et la déploration. En approchant, on voit mieux le corps et la blessure du Christ, la bonté de saint Joseph d'Arimathie et de Nicodème. Le premier à sa tête, le deuxième à ses pieds. Leur visage, leurs cheveux, la ceinture de leur manteau, leurs mains qui tiennent encore le drap, l'absence d'avant-bras qui prouve qu'un peu de temps a passé. Derrière le sépulcre, la Vierge est soutenue de très près par Jean-Baptiste, accompagné par Marie-Madeleine et 2 autres femmes. Quant aux soldats romains, ils sont toujours endormis. Je sais que je suis émotif, mais devant cette mise au tombeau, j'ai ressenti une émotion intense, palpable. Ici, dans la crypte, elle aurait davantage de puissance encore. Et quel récital nous pourrions y donner? Flûte ou clarinette, voix, tout est réuni pour une musique qui s'adresse directement au cœur. À travers l'arc qui va du baptistère au tombeau, je regarde une dernière fois l'oculus derrière la rotonde. Mais j'ai l'impression étrange qu'on me regarde, que des pèlerins sont agenouillés derrière la fenestella et qu'ils m'observent. Puissent-ils comprendre l'humanité qui a animé toute ma vie, comme je crois comprendre la leur? Puissent-ils considérer avec moi que la crypte de Léminck est un endroit unique? Je le dis très volontiers, que l'on pense au passé auquel toute notre âme nous attache, au présent de ce mois de juillet, ou au futur vers lequel tout notre esprit tend. Oui, je le redis autrement, Léminck, c'est merveilleux. Léminck, c'est merveilleux. C'était un texte de Bernard Chambaz,
lauréat du Festival du premier roman de Chambéry, lu par Jacques Bomblé.